Qui arrive en retard, c'est bon ça. Bon, ben, bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir de vous rencontrer quand même en grand nombre avec la belle température qu'il y a là. Je m'attendais à avoir encore moins de présence. Fait que, Marilyn, tu vas gérer les gens qui s'ajoutent au fur et à mesure, oui. Je te laisse ce bout-là. Euh, je vais juste me présenter rapidement, ceux qui ne me connaissent pas. Sylvain Fauché, directeur d'Alphagène, la division génétique. Puis aussi des fermes boréales et des maternités corporatives là, de la filière porcine coop. Je prendrai pas trop de temps dans le blabla de départ. C'est pas moi qui va faire la présentation. C'est principalement Emmanuel Louis euh, qui travaille à la nutrition dans la filière porcine coop. Qui va animer une bonne partie de la rencontre avec des interventions peut-être de moi et de Peter Dumas, entre autres. Peter qui est coordonnateur des élevages du côté d'Alphagène. Euh, Aujourd'hui, je sais quoi, c'est 1h30 qu'on a prévu, Marilyn? Bon, on a mis 2 heures, mais la présentation, c'est à peu près 1h30, là, 1h30. On avec est les à questions. l'aise. On est à l'aise à prendre les questions au fur et à mesure, Emmanuel, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. OK. Ça, Fait la que, présentation, c'est peut-être à peu près, je pense en 1 heure, on va avoir fait un bon tour. Puis, on peut prendre les questions au fur et à mesure. Fait que c'est pour ça on s'est gardé un peu plus de temps, là. OK, parfait. Fait que, bon, la présentation aujourd'hui, c'est sur parler des facteurs à succès au niveau de la cochette. De la cochette à partir du moment qu'elle rentre en élevage, que ce soit une alternat qui rentre à 8 kilos, on va quand même couvrir la portion de 8 kilos, aller jusqu'au moment de la saillie. Pour les éleveurs qui utilisent la cochette, qui sont des utilisateurs de la cochette alternat, là, qui rentrent en bas âge. Et qu'on va couvrir cette portion-là et ensuite de ça, on va se rendre jusqu'à à la première et après la première mise bas de la cochette. Fait que c'est cette section-là qu'on va couvrir. Il n'y a pas, il y a pas de grandes révélations aujourd'hui, hein. C'est des points de régie. On va revenir sur des points de régie de base qui étaient importants dans le passé, qui sont de plus en plus importants avec notre cochette qui évolue dans le temps qui est de plus en plus performante, qui est aussi un peu plus maigre, un peu moins grasse. Fait qu'on on doit la mettre dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles là, pour permettre d'exprimer son plein potentiel. C'est quand même une partie de notre coût de production qui est important, la portion le renouvellement de nos troupeaux, là. Je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps puis de regarder qu'est-ce qui est les points importants là, pour tirer le maximum de nos cochettes. Euh, je pense que ça fait comme intro. Je laisserai la parole à ce moment-là à Emmanuel Louis, avec une belle photo de Jean-François Blais qui a l'air Oui, tout c'est ça. sérieux. Wow! Ouais, chez MGM. Oui, bon, c'est ce que j'avais dans les images un peu de maternité. Fait que bon, bonjour tout le monde. Ben, comme Sylvain l'a dit, dans le fond, le plan un peu aujourd'hui, c'est de parler de l'introduction des cochettes multi-âges, comment on les prépare à la mise en reproduction. Fait qu'on va aller avec les critères spécifiques en importance. Euh, bon, avec le changement génétique, on a appliqué tranquillement les recommandations PIC. Puis au fur et à mesure, on a fait certains ajustements où il y a des petits bouts qui ont évolué. Fait qu'on va passer à travers ces points-là. On va parler du nouveau programme de gestation qu'on a commencé à mettre en place à l'automne passé. Syndrome de deuxième portée, puis consommation en lactation. Fait que, comme je le disais tantôt, selon le temps, ça devrait prendre à peu près 1 heure, grosso modo, mais s'il y a des questions à travers, là, je suis à l'aise de les prendre sans problème.
Bon, si on parle au niveau de l'introduction des cochettes, qu'on commence vraiment du début, ceux qui le reçoivent, les cochettes Alterna, donc qui peuvent les recevoir à partir de 8 kilos. Ce qu'on va recommander généralement, c'est d'alimenter les cochettes à volonté avec un aliment reproducteur dès l'entrée. Donc, dès l'entrée en engraissement, donc à partir de 25 kilos. Au niveau de la phase pouponnière, on n'a pas vraiment de changement. Et puis, si il y en a des fois qui sont mal pris en termes de silos d'espace, ben c'est au plus tard à partir de 50 kilos. Pourquoi? Ben, dans le fond, on ajuste l'alimentation au niveau calcium-phosphore. C'est plus élevé. Dans le fond, on veut des bons aplombs, des bons membres. Puis, on travaille aussi avec des moulets qui sont beaucoup plus vitaminés, plus d'oligo-éléments parce qu'on souhaite faire un animal reproducteur qui va perdurer dans le trou. C'est important de suivre le programme alimentaire en fonction des strates de poids. Ça, généralement, selon si vous êtes en 2 phases ou 3 phases pour ces animaux-là, on va vous le fournir. Ceux qui ont des plus petits élevages ou des contraintes au niveau des silos, ben, on va ajuster, dans le fond, notre alimentation pour couvrir les besoins de nos plus jeunes. Si jamais on a vraiment beaucoup d'âge ou ça s'étire, ben, vous pouvez nous consulter, puis on va vous aider à ajuster puis à définir le meilleur programme pour votre élevage. À partir de 100 kilos poids vif, on peut transférer, dans le fond, les cochettes sur un aliment gestation. Fait que souvent, ça va se faire dans le bloc saillie ou à l'entrée en quarantaine, mais gardez en tête qu'à partir de 100 kilos de poids, généralement, on est vraiment à l'aise de la transférer sur un aliment gestation. Si on parle au niveau plus du côté environnement, des besoins qu'on a aussi, c'est des animaux qui sont un peu plus, quand ils sont inconfortables, vont nous le montrer, là. Fait que dans le fond, ce qu'on vise en pouponnière, c'est d'avoir au moins un 3 pieds et demi carrés par cochette. En engraissement, c'est 8 pieds carrés, jusqu'à peu près au poids de 80 kilos. Puis, à partir de 80 kilos, donc c'est à peu près 115 jours d'âge, selon la courbe de croissance. Puis ensuite, ben, la règle du pouce, c'est 1 pied carré par 10 kilos de poids. Il y a une question de Sébastien. Oui, c'est ça, Sébastien. Oui, excuse-moi. Oui, c'est peut-être juste par paresse. Je voulais savoir si la présentation va être disponible après. Sinon, je vais prendre beaucoup de notes, là, mais sinon... je sais que c'est enregistré. Oui, excuse-moi, vas-y, Marilyn. Oh, vas-y. Elle est enregistrée dans le fond, fait que puis si jamais, en tout cas, j'ai pas trop de problème à partager le contenu, c'était mieux plus un document, là, mais okay. Oui, elle va être enregistrée, puis on pourra partager la présentation. Parfait, merci. Puis d'ailleurs, juste pour le mentionner, on a une petite feuille qui résume vraiment pour les cochettes, là, 8 à 100 kilos, là, tous ces points-là, juste sur une feuille aussi, ceux qui veulent l'avoir à la ferme, plutôt que d'avoir toute la présentation. Et que, dans le fond, c'est ça. À partir de 80 kilos, on travaille avec la règle du pouce, qui est un pied carré à peu près par 10 kilos de poids qu'on fait évoluer. Au niveau des points d'eau, généralement, ça va être 10 cochettes par point, puis avec un débit d'au moins 2 litres minute. Puis en termes d'espace trémies, quand on a des trémies à abreuvoir, c'est 1,5 pouces linéaire par cochette. Fait que c'est comme ça qu'on le calcule, là. C'est en fonction du nombre de cochettes que vous avez. Puis ça va prendre une largeur de trémies suffisante. Trémies sèches, c'est un peu plus, c'est 2 pouces linéaires par cochette. Ce qu'on a changé un peu avec l'expérience au niveau des engraissements de multiplication, c'est la couverture du fond de la trémie. On l'a augmenté plus autour de 75 à 80 %. C'est sûr que normalement, on tient ça un peu plus serré parce qu'on ne veut pas de gaspillage, mais ce qu'on voit, c'est quand il y a de l'attente à la trémie ou que l'animal a à travailler pour aller la chercher, bien souvent, on peut avoir du cannibalisme ou toutes sortes de cannibalisme qui peuvent apparaître. Emmanuel, oui? juste pour ajouter pour la couverture, là, dans le fond, c'est parce que souvent les éleveurs ont déjà des équipements, puis les équipements, on n'a pas assez de pouces linéaires pour cochette.
Fait que ça va aider aussi là, si on laisse plus d'aliments dans le fond de la trémie, là. Si la trémie est plus ouverte pour empêcher les agressions. Fait que c'est ça, si on est serré, dans le fond, c'est un peu le but là, de l'avoir ouvert là, un C'est peu ça. plus. OK. Et au niveau de qualité de l'air, ben, c'est sûr que tout ce qui est ventilation, température, les gaz, puis le bon contrôle de l'humidité, ben, ça devient important. C'est toutes des petites choses qui, s'ils ne sont pas parfaites, ben, plus on a plus d'imperfections, plus qu'on va avoir de l'agressivité qui va sortir. Puis c'est possible aussi d'enrichir l'environnement, que ce soit avec des chaînes ou des cordes, justement pour réduire un peu l'agression. Ce qu'on va viser, évidemment, ben, c'est des parcs propres, secs, puis 12 pieds par cochette, de la stimulation au verra jusqu'à la saillie. Puis généralement, à partir de la 24e semaine, on va commencer l'exposition au verra chaque matin. Puis on veut favoriser un bon contact nez à nez. On note les chaleurs pour planifier la première saillie. Au niveau du programme de vaccination, dans le fond, c'est le vétérinaire qui va le déterminer, mais l'idéal, c'est toujours de le commencer le plus tôt pour diminuer. Dans le fond, on ne veut pas que les cochettes aient de stress avant la saillie, 3 semaines avant la saillie. On s'arrange pour que les vaccins aient été donnés préalablement. Quand on parle de stimulation avec le verra, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va favoriser, c'est pas juste pour détecter les chaleurs, mais ça va favoriser l'induction de la puberté. Puis, le verra a un gros travail à faire à ce niveau-là. C'est un stimuli qui est important. Ça nous prend des verras qui ont une bonne libido. Et donc, il faut faire attention de bien renouveler nos verras sur une base régulière. On veut des expositions quotidiennes avec des verras qui sont matures, qui sont actifs. Puis, on voit, selon la quantité de cochettes que vous avez, que quand on les alterne, on a un effet positif à ça. Puis probablement que plusieurs en ont entendu parler de cette étude-là, mais il y a une étude qui était sortie dans l'Ouest canadien qui démontre que le contact direct, dans le fond, était favorable à juste un verra qui passe, dans le fond, où il n'y a pas de contact avec la cochette. Fait qu'on se trouve à peu près avec, quand on a un contact là, nez à nez, on a à peu près 30% des cochettes qui vont exprimer une chaleur de plus que si on n'a pas ce contact-là nez à nez. Pour les éleveurs, on a quand même une forte proportion de producteurs qui reçoivent les cochettes aux alentours de 150 à 160 jours d'âge. Idéalement, c'est dès le moment de la livraison, en quarantaine, d'avoir un bon verra sur place, là, comme Emmanuel a dit, avec une bonne libido, puis on puisse le sortir quand on fait les tournées en quarantaine, soit le sortir dans l'allée et le laisser passer devant les cochettes, contact nez à nez, pour ensuite de ça détecter les venues en chaleur, les noter. Dès qu'on reçoit les cochettes, idéalement avoir un verra dans les quarantaines. Il n'y a pas toujours un jeune verra, mais un verra d'un certain âge là, pour qu'il y ait un peu d'odeur. Dans le fond, ce qui va expliquer la réponse, c'est vraiment la durée et la fréquence de l'exposition au verra. Puis, dans le fond, la réponse de la cochette va être influencée un peu, comme tu le dis, Sylvain, là, par tout ce qui est production de salive, puis son comportement. C'est la raison pour laquelle on veut des verras qui sont matures et actifs. Puis, juste à titre peut-être encore là, de règle du pouce, chez les cochettes PIC, la première venue en chaleur, si on n'a aucun stimuli, généralement, on va avoir 30% des cochettes qui vont venir en chaleur entre 155 et 165. On augmente de 30% là, à chaque 10 jours, si on veut. Ce qui fait qu'on a environ 10% des cochettes qui vont avoir leur première chaleur après 185 jours. Quand on a un stimuli, donc un bon contact avec le verra sur une base régulière, bien, les pourcentages augmentent, ce qui fait que généralement, à 185 jours, là, toutes nos cochettes sont venues en chaleur. Dans le fond, c'est beaucoup plus rapide.
Maintenant, si on parle, dans le fond, de comment on prépare la cochette à la mise en reproduction, on vise un âge à la puberté inférieur à 195 jours, comme a montré, c'est quelque chose qui est assez atteignable. Puis pourquoi on fait ça pourquoi qu'on veut, dans le fond, que les cochettes atteignent la puberté avant 195 jours? Si on regarde en termes de rétention à la P3, ici, vous avez l'âge à la puberté en fonction du pourcentage de rétention à P3. Puis, excusez-moi, je vais juste, je viens juste de voir que mon petit, je les ai traduits, mais pour que vous voyez bien les chiffres, je vais juste les replacer comme ça. Fait que dans le fond, on voit que c'est à partir des cochettes qui viennent plus tard en chaleur, donc après 196 jours, qu'on a vraiment une réduction dans le taux de rétention. Fait que c'est basé principalement sur ce point-là et aussi sur la productivité. Si on regarde le nombre de nés totaux à P3, ben, ça va être assez stable à 37-38 porcelets, mais on voit que quand on dépasse 195 jours à la puberté, ben, on baisse de 2-3 porcelets sur 3 parités. Maintenant, si on regarde en ordre si on regarde dans le fond en ordre de critères plus importants au moins, ben, les 3 critères dans le fond les plus importants. Le premier critère pour mettre en reproduction une cochette, c'est le poids. On va viser un poids à la saillie entre 145 et 160 kg. On entend souvent, bon, 135, 160. Ceux qui ont le ruban, vous voyez que la zone verte, c'est 135 à 160. Sauf qu'avec le ruban, on a une erreur ou un écart d'à peu près 5 à 10 kg, plus ou moins 5 à 10 kg. On va-tu s'envoler des rubans? Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est pas avoir trop on veut pas saillir des animaux trop légers. Fait que c'est pour ça qu'on dit à 145, vous êtes sûr que vous allez être généralement correct. Fait que si vous avez ceux qui ont des balances, vous pouvez les peser. À ce moment-là, le 135 est correct. Puis, dans le fond, on veut utiliser le ruban flanc à flanc qu'on a de PIC. S'il y en a qui en ont pas, ben, vous pouvez le demander à votre conseiller, puis on va s'assurer de vous les faire On va venir. demander un ruban. Puis, juste un petit point ici sur le ruban, une précision. Vous avez, au début, pour bien placer le ruban, c'est marqué débuter ici, c'est vraiment sur la ligne noire, là. Si vous faites l'erreur de commencer au début du ruban, ben, on va se créer une erreur qui est quand même importante, là. Puis, qu'est-ce qui justifie le 135 ou le 140 puis le 160 kg? C'est encore là au niveau de la rétention. On voit que la rétention des cochettes est quand même assez stable. La rétention à P3 entre l'intervalle de poids 135 à 160, puis tranquillement, quand on va plus lourd, ça va diminuer. Bon, ça diminue tranquillement, mais c'est de là que sort, dans le fond, l'intervalle ou la fenêtre qu'on souhaite viser. Je montre ici un peu tous les impacts, parce qu'il n'y a pas juste la rétention qui a été regardée. Il y a ici le taux de fertilité puis le taux de mise bas. Fait qu'on voit que peu importe le poids, ces 2 critères-là ne varient pas trop. Même chose si on regarde le nombre de sevrés ici en vert par rapport au poids. C'est un critère qui va être assez stable, peu importe le poids. Même chose au niveau des morts-nés. Ça va être quand même assez stable. L'impact est vraiment au niveau de la rétention. Ici, on a mis spécifiquement le pourcentage de perte qu'on peut avoir entre les P1 et les P2. Puis, on voit que, dans le fond, le pourcentage de perte pour des problèmes reproducteurs ou en général va augmenter là, quand on va un peu plus lourd. On va juste le mettre en contexte. Là. Ici, on parle d'à peu près un 12 de perte entre P1 et P2. Quand on tombe un peu plus lourd, on est à 14 %. Fait que c'est là, mais je veux dire, c'est pas à partir de 160 kg que c'est la catastrophe, mais
idéalement, on va essayer de garder de se tenir dans la fenêtre pour le poids. Celle dans 404, lorsqu'elle avait fait une cochonnerie. Fait que le ruban à flanc, juste pour vous montrer un peu la place où on le met, c'est vous avez toujours Ok. le petit triangle là, au niveau de la peau, fait que c'est là qu'on part avec notre 0. Puis on va rejoindre à l'autre triangle, puis c'est notre mesure. Ça fonctionne bien sur les cochettes. Évidemment, sur les truies, c'est moins, c'est pas précis. De toute façon, le ruban, vous allez dépasser la longueur du ruban. Puis c'est vraiment, on l'utilise à la saillie. C'est quoi l'impact de l'amélioration du potentiel de croissance? On a fait, dans le fond, il y a beaucoup de sélections qui ont été faites sur le gain. Ça s'est traduit aussi au niveau des femelles. Les F1, ça ne passe pas juste au niveau, dans le fond, de la lignée mâle. Puis ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'on a vu le poids des cochettes augmenter. Bon, la puberté arrive aussi plus tôt, mais en 2014, à 210 jours, on avait des cochettes qui pesaient en moyenne 144 kilos du côté de PIC. En 2022, on est à 155 kilos. Puis nous, quand on regarde les courbes pour 2025, à 210 jours, on est autour de 160 kilos. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup plus en proportion de cochettes trop grosses si on va au-delà de 210 jours d'âge à la saillie. Maintenant, est-ce que, dans le fond, le fait qu'on a des cochettes qui ont une croissance très rapide, est-ce que c'est une menace? Vous avez ici, dans le fond, une étude qui a été faite par l'équipe de PIC, quand même assez récente. Ils ont pris près de 2000 cochettes qui ont suivi pendant 3 cycles complets. Puis, dans le fond, ils ont réparti les cochettes selon leur vitesse de croissance avant leur puberté. Puis, vous avez les groupes, là, les cochettes qui avaient une croissance un peu plus lente, donc moins que de 650 grammes par jour. Ceux qui avaient une croissance moyenne, puis ceux qui avaient une croissance plus rapide, donc 750 grammes par jour et plus. Puis, dans le fond, ils ont sailli ces cochettes-là en respectant le 135 kg et plus, la deuxième chaleur, puis 20 jours là, après les vaccins, puis 14 jours en stade, donc pour réduire les sources de stress. Puis, ce qu'on voit, c'est que, bon, au sevrage, on commence déjà à avoir, évidemment, on a un écart entre les cochettes. Et quand on arrive au poids à la saillie, on a ceux qui ont une croissance plus rapide arrivent avec un poids saillie beaucoup plus lourd pour un âge à la saillie beaucoup plus jeune. Fait qu'on a à peu près une 23 jours de différence, puis on a presque 20 kilos de plus. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en regard de ces 3 groupes-là, ils les ont saillis avec ces poids à la saillie et ces âges-là. Puis ensuite, ils ont regardé le nombre de nés totaux pour les 3 premières parités. Et qu'on voit qu'il y a eu un peu plus de nés totaux chez les cochettes qui avaient une croissance plus rapide. Au niveau des sevrés, il n'y avait aucune différence entre les 3 groupes. Puis au niveau du taux de rétention jusqu'à P3, il n'y avait aucune différence non plus. Donc, l'opportunité, c'est principalement une opportunité économique de mettre en production les cochettes plus rapidement si on rencontre les trois critères de reproduction. Le premier critère, c'était le poids. Le deuxième critère, c'est de viser une saillie au deuxième estrus. Fait qu'on veut sauter la première chaleur. Puis si jamais, dans les quelques cas où le poids ne serait pas atteint, à ce moment-là, on va attendre la troisième chaleur. Ce qu'on remarque avec la cochette PIC, c'est quand on dépasse la quatrième ou il faut dire la 5e chaleur, c'est que les signes sont moins évidents. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention. Puis pourquoi, dans le fond, on attend la deuxième chaleur? Vous avez ici le même type de schéma qui le représente bien. Donc, première chaleur, deuxième et troisième chaleur. Ici, vous avez en fonction du taux de rétention. Fait qu'on voit que quand on saillit à la première chaleur, le taux de rétention il est vraiment moins bon.
Puis la productivité aussi en termes de nez totaux sur 3 parités est plus bas. Fait qu'on a un intérêt à noter notre première chaleur et la sauter. Le troisième critère, dans le fond, c'est tout ce qui est le stress avant, dans le fond, la saillie. Fait qu'on vise 2 à 3 semaines sans stress. Donc, ce qui est vaccin, restriction de moulée. Donc, si la truie est habituée d'être en parc puis on l'amène en stalle, bien, ça crée un stress. L'entraînement, ceux qui ont des stations, les entraînements à la station, ça aussi, c'est des sources de stress. Fait que, idéalement, dans le fond, ce qui est recommandé, c'est 3 semaines avant la saillie, bien, on s'assure que ces stress-là, qu'il n'y a aucun de ces stress-là. Puis l'objectif, en fait, c'est que la cochette, elle ne doit pas être dans une situation de catabolisme, c'est-à-dire qu'elle va mobiliser des réserves entre sa première chaleur et la saillie. Fait qu'on l'alimente à volonté, puis on veut l'amener dans un état positif lors de la saillie. Le critère âge, avant, c'était un critère sur lequel il faisait partie en ordre de priorité des critères. Aujourd'hui, on le regarde un peu moins parce que généralement, si vous avez le poids puis vous avez la deuxième chaleur, votre âge devrait être respecté. Puis, quand on parlait en termes d'âge, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas dépasser une saillie. On ne veut pas dépasser, on ne veut pas aller plus loin que 226 jours d'âge. Pour les mêmes raisons qu'on a parlé tantôt, c'est au niveau de la rétention sur 3 parités, puis la productivité, donc le nez totaux sur 3 parités. On voit vraiment que ça commence à diminuer quand notre cochette gagne en âge. Puis en même temps, bien, avec la croissance qu'on a aujourd'hui, si on est à 240 jours, bien, la cochette elle commence à avoir un bon poids, là. Oui, c'est énorme. Oui. Fait que ça fait le tour des critères, puis de la mise en reproduction des cochettes. Je ne sais pas si, Sylvain, si tu as des commentaires à ajouter ou s'il y en a qui ont des questions. Ben, peut-être juste revenir sur ce qu'on disait, ce qu'on mentionnait tantôt, là, le Vera en quarantaine, parce on, on a quand même beaucoup de cochettes qui font des chaleurs dans les engraissements, là. Peter pourrait témoigner, là. Il passe plus de temps que moi au niveau des engraissements, mais les gens en sélection nous le disent, là. Ils font la sélection, puis on voit quand même beaucoup de cochettes qui sont en chaleur là, dans la période de sélection avant de les envoyer chez vous. Et que moi je pense, rendu dans vos quarantaines, dans vos élevages, faut pas trop sauter de chaleur parce que pour une bonne proportion de cochettes, la chaleur que vous allez voir dans la quarantaine, il y en a déjà qui vont être à leur deuxième chaleur. Fait que je pense qu'il faut pas trop. C'est pour ça qu'en mettant Vera rapidement, détecter les chaleurs en quarantaine, noter les chaleurs, puis ensuite de ça, pouvoir mettre en reproduction notre cochette le plus rapidement possible. Hein. C'est un coût aussi. Hein. Si on retarde, si on est capable de sauver un cycle complet sur nos cochettes, qu'on peut les mettre en reproduction plus rapidement, mais c'est de l'alimentation en moins qu'on a eu à défrayer. Puis on a vu que ça a un impact là, sur la longévité de cette cochette-là. Là. Et ce qu'on veut, c'est que nos cochettes, on va être capable de les garder longtemps puis de les réformer pour les bonnes raisons là, quand ils sont rendus à plusieurs parités. Là. Dans le fond, si on parle au niveau du programme en gestation, les changements qui ont été faits. Au niveau formulation, à l'automne passé, on a changé, on a augmenté le ratio lysine, donc la protéine. La cochette PIC, c'est une cochette qui est beaucoup plus musclée. Fait que nécessairement, il y avait un ajustement qui a été fait à ce niveau-là. Puis, on s'est aligné sur les recommandations de PIC aussi en termes de type de programme, de quantité. Comme on a des troupeaux que la PIC commençait à entrer, mais on avait aussi des alphagènes. L'été passé, dans le fond, on a fait des validations dans 3 élevages là, en prenant des mesures à la saillie, au transfert,
à la mise bas, puis au sevrage pour vérifier au niveau du gain puis de la perte, puis valider que le programme qu'on mettait en place fonctionnait bien. Puis quand ça a été sécurisé, ben, c'est comme ça qu'on a commencé à l'automne à l'appliquer. Fait que les bases un peu de ce programme-là, bon, évidemment, c'est tailler les cochettes lorsque les critères sont rencontrés, si on a bien parlé. Puis à ce moment-là, les cochettes sont alimentées avec une quantité fixe pour toutes les cochettes. Fait qu'avant, on avait des quantités, quand les cochettes étaient plus grasses, on pouvait la restreindre, ou quand elles étaient plus maigres, on pouvait en donner plus. Là, généralement, si on rencontre les critères, notre animal est quand même une forme, il est prêt pour la reproduction, fait que la quantité qui est déterminée couvre ses besoins. C'est important de ne pas en donner moins. Si on va trop bas, ben, ça va nuire à leur développement. La cochette est musculaire plus que grasse. Fait que quand elle perd du poids ou elle mobilise ses réserves, c'est du muscle qu'elle perd. En termes de gains durant la gestation, normalement, la cochette de la saillie jusqu'à l'entrée en mise bas, elle devrait prendre 50 kg de gain total. Il y a une partie qui va pour évidemment, une partie qui est sa portée. Puis l'autre partie, ben, c'est un animal en croissance, fait qu'elle devrait faire un gain net d'environ 25-27 kg. Puis sur les cochettes, ben, on n'utilise pas le caléper pendant ce bout-là, parce que c'est certain que si vous le mettez, vous allez voir, elle va sortir grasse, mais la forme change durant la gestation puis durant la lactation. Fait que c'est après la première lactation qu'on commence à utiliser le caléper. L'objectif aussi, c'est de ne pas trop la suralimenter. Quand on suralimente trop, on arrive avec des animaux plus lourds, on peut avoir des problèmes de membres, mais surtout, ça va jouer sur sa consommation en lactation. Puis à ce moment-là, ben, la perte de poids dans le fond, la perte de poids de la cochette va être plus forte. Puis si on veut éviter ça, puis on va avoir généralement un gain aussi qui est inférieur au niveau des porcelets. Ça, ici, je l'ai mentionné, dans le fond, une perte de poids, c'est une perte de muscle, puis ça, c'est plus difficile à récupérer. Quand on parle des muscles, on parle de l'ensemble des muscles, mais au niveau, comme les prolapses et tout ça, ben, c'est une faiblesse. Ça peut être causé aussi par une faiblesse musculaire. Fait que si elle perd du muscle, les muscles deviennent moins forts à l'arrière, puis c'est là qu'on peut se mettre à risque au niveau des prolapses. Le meilleur moment pour corriger un état de chair, quand notre animal sort de la lactation puis qui a perdu beaucoup de poids puis qu'on veut le corriger, ben, c'est dans le premier tiers de gestation. Fait que c'est important au bloc saillie de faire le caléper, d'ajuster notre quantité selon l'état de chair. On parle après la première gestation, en fond, après la première lactation. Puis la raison, ici, vous avez deux graphiques là, qui démontrent durant la gestation comment évoluent les besoins en protéines puis les besoins en énergie. Fait qu'au départ, ben, les besoins de l'animal sont plus bas. Fait que si on donne une quantité plus importante, ben, la truie va les emmagasiner puis en faire une réserve. Puis c'est là qu'elle va récupérer beaucoup plus rapidement son état de chair. C'est quoi les bases de notre programme alimentaire gestation? Ben, un programme de gestation qui fonctionne bien, qui a été bien monté, tout ça, puis qui est bien appliqué, ben, va amener les truies dans un état de chair qui est adéquat à la mise bas. Fait qu'on prend nos mesures à la saillie, on ajuste à la saillie, mais l'objectif ultime, c'est d'avoir un animal qui est en bon état de chair à la mise bas. On veut éviter les maigres autant que les grasses. On corrige rapidement dans les 30 premiers jours. Puis, dans le fond, si après 30 jours, soit au test de gestation ou au transfert, notre animal n'a pas atteint un état de chair qui est adéquat, on continue la correction également. Au niveau de l'évaluation d'état de chair, je pense que la majorité d'entre vous travaillez avec le caléper. C'est un outil qui est, dans le fond, qui est uniforme. Fait que oui, on peut y aller visuellement, mais avec le roulement d'employés des fois qu'on a, ou si on veut que les gens que plusieurs personnes puissent faire l'évaluation de l'état de chair, ben,
on arrive avec un outil qui peut, d'une personne à l'autre, va donner la même mesure. Puis c'est quand même assez rapide, puis c'est un outil qui est peu dispendieux. Puis, qu'est-ce qui va nous permettre, dans le fond, c'est à la saillie, ça va nous permettre de déterminer la quantité à distribuer pour reconditionner la truie selon son état. Puis, au transfert, bien, ça va nous permettre de réévaluer l'état pour ajuster la quantité, surtout si on la transfère en grand groupe après. Puis, Ouais. occasionnellement, vous pouvez le valider à la MISBA aussi. Ça vous permet de voir si le programme fonctionne. Normalement, on devrait amener notre animal dans un état de chair adéquat à la MISBA. Oui, Sylvain, je pense. Question Emmanuel, le caliper, si on a des éleveurs qui en ont pas ou qui en ont plus ou qui en voudraient un supplémentaire, c'est où qu'on commande, où qu'on peut se les procurer? Je peux voir, mais je sais pas, Marilyn, si vous en avez, vous, Marilyn, ou là, je sais pas si Eric est là, mais normalement, je pense que les groupes en avaient quelques-uns, puis sinon, ben, on peut les commander aux États-Unis, puis on a une place aussi au Québec, là. Fait qu'on pourrait fournir l'information, là, avec les prix, tout ça. Le caliper de base vient avec un collant que PIC a modifié pour favoriser, dans le fond, d'être moins sévère envers les maigres. Fait qu'on on a les collants qu'on va vous fournir aussi pour le mettre sur le caliper, là. Ok. Je vais me prendre une note là, au moins d'envoyer l'information au groupe. Puis dans le fond, les experts conseils vont avoir Ok. l'information. C'est- Puis, oui, t'avais-tu quelque chose à ajouter, Sylvain, ou non, c'est OK. Puis, dernier petit point, mais qui est quand même important, c'est tous les systèmes d'alimentation distribuent une quantité en kilos ou en grammes, mais sont calibrés selon un volume. Fait que les moulées, au fil des saisons ou des formulations, peuvent changer légèrement. Fait que c'est important de faire sur une base régulière la calibration. Fait que, au minimum 2 fois par mois, dont fin septembre, fin novembre, là, pour les récoltes des céréales et du maïs. Euh, les programmes gestation, dans le fond, on les a fait de façon illustrée pour vous aider à vous y repérer facilement, puis à l'utiliser peut-être en formation avec vos équipes, ceux qui ont des plus grosses équipes. Il est disponible en français, en espagnol, puis en anglais. Puis dans le fond, on va avoir, ici vous le voyez, dans le fond, c'est pour ceux qui sont en système DAC, mais on a aussi ceux qui sont en doseur. Puis, on va l'ajuster selon l'énergie de la moulée. La majorité des gens qui achètent leur aliment dans des meuneries sont TG2, ce qui est notre plus basse énergie et une moulée qui est riche en fibres. Fait que le programme, on l'ajuste de cette façon-là. Et ceux qui sont à la ferme, souvent, à cause qu'il y a moins de sources de fibres, on va être TG4, c'est un niveau d'énergie plus élevé. Fait que les programmes sont ajustés en fonction de l'énergie de votre aliment. Comment on l'a illustré ou comment il fonctionne? Dans le fond, on indique à la saillie ce qu'il faut faire. Donc, sur les truies, on prend la mesure au caliper de l'état de chair. Normalement, on va se faire une marque visuelle selon l'état de chair. On rappelle que sur les cochettes, on n'utilise pas le caliper, mais plutôt le ruban. À partir de 30 jours de gestation, fait que si on transfère en grand groupe, c'est juste avant le transfert. Puis sinon, ben, c'est au test de gestation. On va venir revalider notre état de chair. Minimalement sur ceux qui sont maigres. Dans le fond, les maigres, on vient voir s'ils se sont reconditionnés ou corrigés. S'ils sont rendus adéquats, ben, on les met sur la courbe adéquate. S'ils sont maigres, ben, on continue de les corriger. Puis finalement, au transfert en mise bas, on favorise la distribution d'aliments sur 2 repas. Fait que ceux qui alimentent à la main ou au doseur, le fait de donner 2 repas, ben, ça nous permet d'apporter de l'énergie à la truie
dans le fond, mieux répartie. Fait que si sa mise bas, elle arrive, ben, normalement, elle va se dérouler un peu mieux que si ça fait 24 heures qu'elle a eu son dernier repas. Puis, une des recommandations aussi sur laquelle PIC met beaucoup l'accent et on y croit beaucoup, c'est important de faire lever les truies idéalement 2 fois par jour. Surtout au début, si elles ne se lèvent pas, ben, c'est évidemment d'intervenir pour être sûr que le départ se déroule bien. Au niveau de l'alimentation, dans les jours avant la saillie, dans le fond, on va donner à volonté, fait que, au moins 3 kilos. Puis, selon le jour 0 au transfert, ben, on va avoir une quantité qui est similaire pour les grasses et les adéquates, fait qu'on ne pénalise plus les grasses. On a une quantité un peu plus basse pour les cochettes. Puis, on va alimenter beaucoup plus généreusement nos maigres ou nos extra maigres. Normalement, les extra maigres, il ne devrait pas y en avoir. Puis, s'il y en a, on devrait sauter une chaleur. Mais si jamais une exception, ben, à ce moment-là, on peut alimenter plus fort. Puis au transfert, là, dans le fond, on est sur un programme ou un affiche de système d'alimentation automatisé. Bien, après, quand on arrive en parc, c'est le système qui prend la relève. Puis on vous fournit les courbes à entrer dans votre système, peu importe celui qu'il est. Ici, vous avez dans le fond en couleur à quoi ressemble le collant qui va sur le caliper. Juste une petite mention, quand vous êtes sur la ligne entre maigre et adéquat, dans le fond, on va alimenter au plus généreux. Donc, on va alimenter maigre qui est sur la ligne. Parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est que nos truies arrivent à la mise bas plutôt vers la fin de la zone adéquate. Généralement, si le programme fonctionne bien, puis selon comment est équilibré notre troupeau, on devrait avoir 80% des truies qui devraient être adéquates à la mise bas, puis on vise d'avoir moins de 10% de maigre. En fait, quand c'est possible, pas de maigre. Puis, mais la norme, c'est 10% de maigre. Si on n'a pas ça, ben, on va retravailler sur le programme puis l'application à la ferme. Bastien, il y aurait une question. Ouais, Emmanuel, petite question pour quand on transfère les truies en mise bas, là, tu parlais de 2 repas par jour. Ceux qui ont des systèmes automatisés, on fait-tu 4 repas, 6 repas, ou la recommandation c'est 2? Si dans le fond, toi, tu es en gestale, fait qu'elle va être alimentée avec des périodes d'alimentation, fait que ça, c'est correct. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est ça fait suite un peu aux études qui sont sorties dans les 5 dernières années, que donner un seul repas, des fois, la truie, quand elle arrive pour faire sa mise bas, ça fait 15 ou 20 heures qu'elle n'a pas mangé, mais la durée de la mise bas va s'étirer. Fait que les études ont démontré qu'à 4 repas, c'était aussi efficace. Fait que 4 ou 6, selon ton système, c'est correct, là. OK. Puis, est-ce que la recommandation c'est de donner de la moulée gestation jusqu'à la mise bas, ou quand il rentre en mise bas, on peut donner de la mise bas? On peut donner de la mise bas. Dans la majorité des cas, ça fonctionne bien. Ceux qui ont des problèmes, mettons, on va dire, importants de constipation, des fois, il y a d'autres décisions qui vont être prises, mais depuis plusieurs années, avec les fermes qui ont grossi et les systèmes d'alimentation automatisés, ben, c'est beaucoup plus simple quand on a juste un silo, il tombe sur la lactation directement. OK. Merci. Au niveau des outils en gestation, on en a parlé un peu, mais juste pour revenir en résumé, dans le fond, ça vous prend le ruban pour valider le poids à la saillie des cochettes. Chez les cochettes, on commence le caliper après la première lactation, puis ensuite on le fait durant toutes les autres parités. Puis, vous avez ici, dans le fond, le caliper. Il y a des petites coches, dans le fond, qu'on peut numéroter quand on veut un petit peu plus de précision. Puis maintenant, bon, les nouveaux collants PIC ont même commencé à numéroter. Ceux qui ont la version 3, dans le fond, qui ressemble beaucoup à celui-là,
on numérote la première ligne, on la commence à 4. Puis on va numéroter chacune des lignes pour arriver, dans le fond, à l'idéal ici à 13, puis la fin de la zone idéale à 16. Parce que vous allez l'entendre parler des fois avec, si vous entendez ou si vous voyez des conférences de PIC, ils vont commencer à dire, on veut des truies autour de 13 à la saillie, puis qui arrivent à la mise bas à 16, plutôt de commencer à dire, on les veut à la limite de la zone idéale, ils vont y aller en numérotation. Fait que si vous n'avez pas ce collant-là, vous avez juste celui qui n'a pas de numéro, vous avez juste à les numéroter avec un Sharpie, ça fonctionne bien. Les programmes alimentaires, dans le fond, qu'on vous a montré, on en a fait faire là, plus en affiche, fait que n'hésitez pas si vous en avez besoin, on va vous les fournir. Vous avez juste à nous fournir les systèmes d'alimentation que vous avez, la moulée que vous utilisez, puis les langues que vous avez besoin, puis on va vous les fournir. Puis on a de plus en plus de fermes qui commencent à entrer aussi les données, justement, le poids à la saillie. Quand ils mesurent au ruban, ils vont rentrer la donnée. Ceux qui travaillent le Maximus, il y a une zone pour le rentrer. Puis même au niveau des états de chair. Fait que ça permet, quand on veut valider que le programme fonctionne puis qu'on est adéquat, on a des chiffres sur lesquels s'appuyer. Je ne sais pas s'il y avait des questions côté gestation. Une petite question par rapport au galipeur. Est-ce que 13, ça équivaut à 13 mm de gras ou il n'y a pas de lien avec l'épaisseur de gras dorsal? Non, il n'y a pas de lien avec l'épaisseur de gras dorsal. Puis, vous faites partie d'une des fermes de recherche, là, dans le fond, qui prenait l'épaisseur de gras, là. J'essaie d'avoir un peu plus de chiffres sur les millimètres de gras, mais ça a changé beaucoup là, avec justement la génétique, là. Fait qu'il faut rebâtir un peu nos références à ce niveau-là. Mais non, il n'y a pas de lien entre les unités et les millimètres de gras. Le point, Emmanuel, je pourrais ajouter, c'est que tu sais, le galipeur, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je pense que ça, ça va aider les gens à voir, à trouver nos mails, à trouver. C'est plus que tu vas l'utiliser, plus que ton troupeau va se stabiliser, avoir moins de grâce, avoir moins de maigre. Quand on va sevrer nos truies, nous autres, ce qu'on veut, c'est environ, on va avoir 20% de maigre, pas plus. Fait que si tu te retrouves avec des 30% de maigre, c'est peut-être à l'entrée en mise bas, sont trop maigres, tout dépendant de l'œil des ouvriers ou des gens qui alimentent en gestation, qui appliquent le programme. Fait que je pense que c'est un bon outil, ça, je pense, pour aider les producteurs, là. Point que je pourrais emmener, là. Dans le fond, Peter, je pense que sur la majorité des truies, quand on met le caliper, c'est quand même assez représentatif. Si ça dit maigre, on le voit qu'il est maigre. Vice-versa, si on est plus dans le gras, on est capable de le voir. Il y a tout le temps une ou deux truies qui nous fait douter, là. Fait qu'à un moment donné, il y a le gros bon sens, là, mais il y en a qui ont une conformation un peu différente, mais on pourrait dire dans 97% des cas, c'est quand même assez précis, là. C'est important de bien l'utiliser, de le mettre à la bonne place, droite, tout ça. Ceux qui commencent à travailler avec puis qui ont besoin d'instructions ou ceux qui ont des nouveaux employés, on a des vidéos puis on a des instructions qu'on peut fournir aussi, là, c'est Bon. ça que tu voulais apporter, Sylvain? Oui, exactement. C'était ma Parce que question. malheureusement, un peu comme le ruban, je disais tantôt, tu sais, c'est un outil, c'est intéressant, mais c'est important de bien l'utiliser, sinon notre mesure est erronée. C'est la même chose. On a vu au départ, quand l'outil a été lancé du caliper, qu'il y en a qui le mettaient vraiment sur les hanches. Là, à ce moment-là, c'est pas la bonne façon. Fait que la mesure est plus fiable à ce moment-là. Maintenant, au niveau du syndrome de deuxième parité, qu'est-ce que c'est? Je pense que la majorité des gens le savent, mais quand même, c'est un trouble de reproduction, on va dire plus spécifique chez les primipares, donc les premières portées après leur première lactation. Puis, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il définit? C'est lorsque les performances de fertilité sont inférieures en P2 versus P1. Puis, bon, la manifestation peut être un peu différente, puis peut avoir une ampleur différente selon les fermes, mais généralement, ce qu'on va voir, c'est des chaleurs qui sont retardées, de l'infertilité. Des fois, on le voit dans le taux de MISVA, mais principalement, c'est une baisse de la taille de portée entre les cochettes et les P1 et les P2. La principale cause, c'est une perte de poids excessive lors de la première lactation. Et qu'avec un animal qui est plus musculaire, ben, on est un peu plus à risque de ça. Fait que c'est important, nos solutions, il n'y en a pas, il y en a pas 10. Dans le fond, la première, c'est vraiment de maximiser la consommation en lactation, surtout les cochettes. C'est le point le plus important. Puis comment on y arrive? Ben, on contrôle comme il faut notre alimentation en gestation. On fait lever nos truies, surtout au départ. Là, dans le fond, on veut s'assurer qu'après la mise bas, elles reprennent vite puis commencent à consommer. Fait qu'on parle au minimum une fois, idéalement 2 fois. Puis on limite le gaspillage. Parce que dans le fond, si on dit on distribue la bonne quantité, notre système d'alimentation, nos doseurs indiquent qu'on a la bonne quantité, mais qu'on est obligé de décoper ou de vider nos trémies, mais il faut garder en tête que ce n'est pas l'animal qui l'a mangé. Puis, qu'est-ce qu'on a fait dans le fond à ce niveau-là avec le changement génétique? C'est qu'à 2 reprises, on a, au fur et à mesure que les gènes PIC rentrent dans nos troupeaux, on a augmenté les concentrations d'acides aminés de nos lactations. Fait que la lactation, anciennement 18, on a mis le niveau de la lactation 19, puis on a augmenté la 19. Mais il faut se souvenir, ben, il faut se rappeler que dans tous les cas, ça va toujours être la quantité qui va primer sur les nutriments. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la truie consomme bien, qu'elle ait une bonne capacité de consommation. Parce qu'on peut augmenter la densité de l'aliment, mais si on a vraiment un trouble de consommation, on n'arrivera jamais à compenser par les nutriments. On continue de recommander une alimentation quand même assez agressive en début de lactation. Des fois, pour les cochettes, la première ou deuxième journée, on y va un peu plus doucement, mais dans le fond, on s'approche de la volonté le plus rapidement possible. Puis, pour surveiller si ça fonctionne bien, ben c'est ceux qui ont des outils pour le mesurer, ça va être la consommation réelle en lactation. Le gain des porcelets va nous donner une indication aussi. On le voit ici, là, plus la consommation moyenne en lactation augmente. Chez les truies, dans le fond, le gain de portée va augmenter aussi. Chez les cochettes, en rouge, on le voit aussi que ça va augmenter, mais pas dans la même proportion que les truies. Fait que le gain des porcelets va nous donner, le gain de portée, en fait, va nous donner une bonne indication si on a une bonne consommation. Par contre, il faut se rappeler qu'en général, nos cochettes vont consommer environ 20% de moins que les truies, là, 15 à 20%. Puis, en été, quand il y a des chaleurs, ben, dans les données qu'on a mesurées en ferme de recherche, on parle d'à peu près un 15% de moins sur l'ensemble des truies pour nos mois d'été, mi-juin à mi-septembre. Ici, je vous illustre, dans le fond, quand j'ai demandé aux gens de PIC de nous fournir un peu les courbes pour voir au niveau des courbes qu'on met dans les systèmes d'alimentation automatisés, si on était toujours correct. Puis, dans le fond, on voit la courbe de cochettes là, qui ont pris dans leur ferme. Chaque petit point rouge représente des individus. Même chose pour les truies. Fait que comme vous voyez, il y a vraiment une variabilité individuelle qui est importante. Fait qu'on a une courbe moyenne, mais en fait, on a des animaux qui a des journées qui vont beaucoup moins manger, puis on a quand même une bonne variabilité. Fait que c'est difficile d'avoir une courbe moyenne qui va, comme on pourrait dire, fitter pour tout le troupeau. Fait que c'est là que c'est important selon le système d'alimentation, d'essayer de le suivre puis de se garder de la marge de manœuvre pour ne pas limiter nos truies.
Fait que c'est là que l'observation ou les différents outils vont être importants pour autant limiter le gaspillage et pour ne pas faire de restrictions. Un exemple, dans le fond, ici, c'est un exemple qui est fourni par Gestal, mais c'est pour vous dire un peu ce qu'on va viser. Ceux qui connaissent le système Gestal, ici, j'ai les jours en lactation. Normalement, notre courbe de consommation moyenne, ça va être, notre courbe de consommation normale va être la verte, puis on permet aux animaux d'aller chercher un 20 de plus, donc dans la zone blanche. Fait que quand on regarde, si on est une bande sevrée, puis on regarde la consommation du troupeau en général, c'est dans la zone verte qu'on veut qu'elle soit. Fait que si on est vraiment à côté sur la zone blanche, si on fait sortir le rapport, puis on est à côté sur la zone blanche, ben notre système limite la consommation des truies. Et à l'inverse, ben, si on est au milieu, ben, on a peut-être un enjeu à ce moment-là dans le troupeau sur lequel on peut travailler. Mais ça vous donne, dans le fond, la consommation du troupeau pour une bande X. Fait que c'est quelque chose qu'on peut surveiller de bande en bande. Si on a des enjeux de consommation, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est sûr que dans le premier point, c'est quand on est capable d'avoir une mesure de nos consommations puis de les connaître, d'aliments et d'eau, bien, c'est sûr qu'on a une longueur d'avance. On est capable de voir comment on a baissé ou comment il faut s'ajuster. Ensuite, l'autre point qu'il faut regarder, c'est tout ce qui est au niveau de la facilité de mise bas de la truie. Plus les mises bas sont courtes, plus la truie ou la cochette va se lever puis se mettre à manger, puis va moins puiser dans ses réserves. Fait que on porte une attention dans les 2-3 jours qui suivent la mise bas pour s'assurer de la forme de notre animal, de leur état. On peut regarder, entre autres, la constipation, prendre les températures de nos animaux 24 heures après la mise bas, traiter si nécessaire. On peut porter aussi attention à la température ambiante. Dans le fond, la température idéale des porcelets, ben, vous le savez, c'est pas la même que la truie. Fait que si nos chambres sont trop chaudes, ben, c'est certain qu'il va y avoir à ce moment-là un impact au niveau de la truie, il va y avoir une baisse de consommation. Un autre point qui n'est pas à négliger aussi, ceux qui ont des systèmes d'alimentation automatisés, ben, il faut garder en tête que quand la cochette rentre dans sa cage de mise bas pour la première fois, elle ne sait pas nécessairement comment fonctionne le système. Fait que dans les jours précédant la mise bas, ben, c'est important de s'assurer que chaque cochette est capable d'utiliser, que ce soit un agitateur, une POC ou peu importe le système que vous avez. Fait que, puis préalablement à la mise bas. Limiter les sources de stress, d'avoir une chambre de mise bas qui est calme. On évite de faire les réparations au moment où les truies sont dans la mise bas, sont dans les chambres de mise bas, mais avant le début des mises bas. Puis, on ne le dira jamais assez, mais une des points qu'il faut regarder quand on a vraiment un enjeu de consommation, c'est l'eau. Chez la truie en lactation, la consommation d'eau est vraiment liée fortement à la consommation de moulée. Fait que si on a un problème de consommation de moulée, la première place à regarder, c'est est-ce que j'ai une bonne qualité d'eau, j'ai un bon débit, la pression est adéquate. C'est un point qui est important. Ensuite, tout ce qui est moisissure et mycotoxines, ça va affecter la consommation. Fait que c'est un point à regarder. Puis, il y a aussi ben, la lumière. Fait qu'il faut respecter les heures minimum de lumière. Ça favorise une bonne consommation. Finalement, c'est juste pour vous valider, on vous donne un peu les ordres de grandeur au niveau des consommations d'eau. En gestation, ça va tourner autour de 10 à 15 litres par truie. C'est sûr que quand on a des suces, ben, il faut penser qu'il y a du gaspillage, fait que ça se peut, ceux qui ont des compteurs d'eau qui arrivent un petit peu plus, qui arrivent plus haut que ça, mais généralement, une truie en gestation, c'est à peu près la consommation qu'elle va avoir. En lactation, c'est plus variable, mais on parle de 20 à 30 litres en moyenne par truie.
Donc, on l'a dit tantôt, débit adéquat, pression modérée. Au niveau des consommations d'aliments, pour les cochettes, on va viser 5,5 kg par jour de moyenne pour une lactation de 20-21 jours. Puis pour les truies, c'est au moins 6,5 kg par jour. On peut regarder notre poids au sevrage, mais aussi le poids de portée. On voit les productivités augmentent, on a plus de porcelets. Fait que vous pouvez regarder aussi le poids de portée sevré, comment ça évolue versus vos consommations. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le suivent, mais souvent on est capable de faire des liens. Puis finalement, ben, le pourcentage de maigre au sevrage, tantôt, Peter, tu as amené le point, là, mais c'est aussi une indication si nos consommations ne sont pas suffisantes. Ben, généralement, au sevrage, là, on parle d'à peu près 20 de maigre maximum pour être capable. C'est un objectif, dans le fond, qui nous permet de bien les retaper jusqu'à la prochaine mise bas. Fait que ça fait le tour, dans le fond, pour les points qu'on voulait traiter. C'est sûr qu'on continue de faire des essais, puis de prendre des mesures, puis de valider, puis de s'ajouter autant au niveau de la formulation des aliments, puis des recommandations. Mais après, on pourrait dire presque un an, c'est les petites modifications là, qu'on a mises en place. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour ce qui a été présenté ou des commentaires, là. Moi, je n'aurais peut-être un commentaire, dans le fond, c'est que tantôt, tu as présenté les programmes alimentaires. Juste pour vous dire que les programmes alimentaires ont été faits plastifiés en grosseur napperon. Fait que c'est les experts conseils qu'ils ont en main. Fait que pour ceux qui les ont pas encore à la ferme, pas d'inquiétude, là, sont dans les autos. Il y avait une question de Sébastien Gilina. Oui, Sébastien. Quand on parle des pots de portée avec la nouvelle génétique, on peut s'attendre à obtenir combien environ avec la génétique de PIC? Tant qu'on parle des poids de portée, là, j'ai posé la question à Jean. Il me disait le top là, de ce qu'il voit, là, ça va tourner autour de 92 kilos. Donc ça, c'est quand même c'est costaud. Là, si on... Puis là, ça c'est vraiment bon. C'est ça, c'est le poids de portée à 21 jours. Ce qu'on voit actuellement, on est autour d'à peu près. Jean-François, tu pourras me dire avec les moyennes, là, mais moi, ce que je vois, c'est autour de 80 kilos actuellement. On a quand même eu une progression dans les 2 dernières années d'à peu près 5 kilos des chiffres, des mesures qu'on a Ouais. pris. Ouais, la progression vient surtout du nombre de porcelets sevrés parce que le poids du porcelet au sevrage, lui, il n'a pas monté, là. Je te dirais même, il a peut-être baissé un petit peu, mais c'est le nombre de porcelets qui a grandement augmenté, qui fait que ton poids de portée il a augmenté, là. Est-ce que Il y ça répond à avait- ta question, Sébastien? Ou, Oui, mais est-ce que, compte tenu que là, les truies crachent encore plus de cochons, est-ce que le programme alimentaire, on peut s'attendre à ce qu'il va être encore ajusté dans le futur? Ou on s'attend à ce que la 19 fasse la job tout le temps? ben, ce qu'on veut mettre en place parce qu'il il y en a plusieurs qui faisaient dans les dernières années, ou dans le fond, quand on avait la true alphagène, c'est qu'on travaillait avec la lactation 18, puis l'été embarquait sur la 19. Là, dans la dernière année ou année et demie, plusieurs ont fait le changement vers la 19, on l'a augmenté. Puis, dans le fond, ce qu'on va mettre en place, c'est, là, il va rester à déterminer le nom, là, mais dans le fond, on va avoir une lactation 20 là, pour l'été pour compenser à ce niveau-là. Puis oui, on va les suivre. S'il y a besoin de réajuster, on va le faire. On a un avantage. On travaille avec, dans le fond, Olimel via Ménard, 100% sur la truie PIC. Ben, on s'échange beaucoup des informations sur les besoins, tout ça. Fait que de façon générale, ils sont à ce qui correspond à notre 19.
des troupeaux très performants, 100% PIC, sont rendus à une équivalente qu'on pourrait dire de 20, là. Si on y va avec la même gradation, là, entre la 18-19, il y a un écart, puis ce serait le même écart qu'il y aurait entre la 19 et 20. Fait que, on suit un peu l'évolution via, dans le fond, les troupeaux menors qui sont 100% PIC. Fait que ça nous donne une bonne idée. La vin est sortie actuellement ou est en processus de sortir? On va la sortir là, il commence à faire chaud là. Cette semaine. Dans le fond, elle est faite. Il reste juste. Je voulais consulter mes collègues pour savoir si c'est une. Je pense qu'on va l'appeler le vin plutôt que moulé d'été là, pour nous donner un suivi. Là, mais oui, ça va être ça. Il y avait Jean qui avait une question, Jean Brochu. Je sais pas. La main à Oui. Ouais, je ne veux pas rallonger inutilement la réunion, là, mais je revenais un peu d'un commentaire personnel peut-être sur le caliper. Je pense que c'est vraiment, vraiment important d'utiliser parce que si on se fie à l'œil, les trucs corrects sur le caliper, moi, souvent, là, je les trouve maigres. Fait que si vous vous fiez à l'œil, il y a bien des chances que les trucs soient trop grasses. Je pense que c'est vraiment un outil à apprendre à travailler. Dans le fond, c'est ça, les truies grasses, auparavant, on donnait une quantité réduite parce qu'on disait on va tranquillement la ramener vers un état adéquat. Là, comme on ne fait pas ce bout-là parce qu'aller mobiliser des réserves durant la gestation, ça va nuire au développement des porcelets. Avec le PIC, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on se fie, c'est que la grasse en lactation, dans le fond, est plus grosse, elle a plus de besoin d'entretien, puis elle va perdre un peu de poids, puis au fil des lactations, tranquillement, elle va redevenir rentrée adéquate, là. Mais il faut éviter, dans le fond, quelques grasses par-ci, par-là, c'est pas si pire, mais il faut éviter que tout le troupeau soit plutôt du côté gras, là. Fait que si jamais il y a d'autres questions, ben n'hésitez pas. Nicolas, Une question de Caroline. Vas-y, Caro. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, nous, en gestation, les cochettes, là, souvent, ils viennent en retour pour une deuxième fois. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est dû au poids ou à l'âge? C'est une bonne question. Je ne sais pas, Sylvain, si par expérience avec ce que vous voyez ou. Ouais, c'est-tu des. Écoute, il y a plusieurs angles qu'on peut le prendre, là. C'est-tu des cochettes qui ont reçu du régumate? Je dirais qu'il y aurait plusieurs points, là. Il y aurait un arbre décisionnel à prendre, là, à vérifier plusieurs points, là. Je pense pas que ça soit lié uniquement à un point, entre autres au niveau de l'âge ou au niveau du poids, là. Si on utilise le régumate, technique d'insémination, etc., il y a plusieurs points techniques qui peuvent rentrer en ligne de compte, là. Je sais pas, Peter, si vous voulez rajouter de quoi, là, mais. Non, les détections de chaleur, tout ça, si tu fais un engraissement, comme tu dis, là, il faudrait aller voir, là, tout regarder ce qu'il y aurait à faire, qu'est-ce qui se fait en ferme, la régie autour de ça, puis après ça. Toute la portion que Emmanuel a présentée tantôt à partir du moment de l'arrivée en quarantaine, bon, est-ce qu'on a le Vera pour la détection, les chaleurs sont notées. Si on donne le régumate, bon, on a dessus est-ce qu'on a la rigueur au niveau de l'heure qu'on donne le régumate, toujours à la même heure tous les jours, le dosage qui est conforme, qui est vraiment consommé, qui n'est pas mis dans l'auge de la cochette, là, qui est vraiment. La cochette, on s'assure qu'elle a vraiment consommé son régumate. Ensuite, la question des programmes de vaccins aussi. On disait tantôt un 14 jours en stall avant l'insémination pour que la truie soit adaptée à la consommation. Souvent en quarantaine, ils peuvent être alimentés à volonté avec une trémie.
on les met en stall, ça lui prend 3-4 jours avant de s'adapter à avoir juste un repas par jour en bloc saillie. Et que tous ces stress-là là, qu'il faut valider là, s'ils sont présents à la ferme. Là. Pour savoir, dans le fond, si c'est le poids ou l'âge, ben, c'est quand même quelque chose qui se mesurerait bien, là, selon Ouais. les cochettes qui sont saillies, ces données-là. Normalement, on les a là, sur les bons de livraison. Fait que ça, on devrait répondre à la question assez facilement, là, si elle a le poids minimum. Puis en fonction de l'âge, ben, si jamais ça ne rentre pas dans les objectifs qu'on a parlé, ben, à ce moment-là, il faut juste revenir un peu avant, voir ce qu'on peut faire pour que les critères soient rencontrés. Il y avait une autre question numérotée. Julien Chantal? OK, ben moi, j'achète de la York Pur, mais moi, c'est bien banal, mais mettons, avant, il y avait les queues, il y avait quand même une petite queue, là, l'année passée, celle qu'on a reçue, il y avait vraiment plus de queues. Je sais qu'ils sont plus fragiles, je le vois parce que moi, je coupe pas les queues des miennes, fait que je sais que ceux qui cannibalisent sont plus fragiles. Mais est-ce que c'est une nouvelle pratique, là, que vous allez couper la queue complètement? Ou... Je dirais depuis un certain temps, que ce soit dans les purs ou dans les hybrides, les queues sont très courtes. On a eu des phases importantes de cannibalisme dans les élevages de reproducteurs. Puis, on le voit, le potentiel de gain des cochettes il est quand même très élevé en engraissement. Quand on essaie de les restreindre un peu sur le gain, exemple par l'aliment, ben là, le problème de mangeage de queue apparaît. Puis, ensuite de ça, tout stress qu'on a dans l'environnement, ben, les mauvais comportements apparaissent assez rapidement. C'est une décision qu'on avait prise là, de raccourcir, pas de rallonger, mais de raccourcir les queues pour éviter les pertes là, importantes au niveau de la sélection. OK, parce que c'est sûr, moi, j'aime bien qu'il y ait une petite queue au moins capable de la poignée. Là, Une poigne, ouais. Quand il n'y en a pas pantoute. Ben, en tout cas, c'est un détail là, pour le peu que j'achète, là, mais... Mais quand même, on le suit, puis tu sais, c'est la même chose pour nos élevages. Là, nos gérants nous passent le commentaire aussi. Je pense qu'on a rallongé un peu, Peter. Au départ, on a déjà été très, très court. On a rallongé légèrement les longueurs de queue. Moi, Mais j'ai été rallongé, là. C'est un petit peu plus long, là, je te dirais. Là. Ouais. Ouais. Mais de là à revenir à ce qu'on avait dans le passé, on n'est pas là. On n'est pas là pour l'instant, ouais. Parfait, merci. Question d'Éric. C'est juste un commentaire en ajout tous les commentaires que vous avez parlé pour les cochettes qui ont du temps à venir en chaleur. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont travaillé, comme vous l'avez suggéré, avec le Vera, avec un Vera qui salive vraiment, qui urine vraiment. Tu sais, les cochettes, les hormones et les récepteurs, c'est pas très, très développé. Là. Fait que le temps d'exposition à un Vera qui salive et un Vera qui urine est très important. Fait que les places qu'on a travaillé, des points de registre, comme vous l'avez suggéré, c'est travailler avec le Vera. Avec un Vera, si ça ne pas, on utilise l'hormone du CPQ, puis le temps d'exposition. Il y en a plusieurs qui ont des bonnes réponses parmi vous. C'est Eric. Tu peux baisser ta main, tu vas avoir le bras fatigué si tu la laisses dans les airs trop longtemps. Je sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires. Eric, vas-y. Ah, il n'y en a plus. Bon. Pascal. En quarantaine, là, c'est quoi le gain de poids par jour en moyenne? C'est une bonne question. As-tu. Sur un aliment en gestation, Pascal, mettons, quand elle rentre et mis son aliment en gestation? Oui, ça, mettons, elle rentre aujourd'hui, là, c'est quoi son gain moyen par jour? C'est 800 grammes, c'est 1000 grammes? Quand on le calcule puis qu'on essaie de l'évaluer, là, mettons en moyenne, moi je compte à peu près 650 grammes là, sur la moulée gestation.
mais on voit beaucoup de variabilité. Puis je pense qu'il y a une adaptation, tout ça. Je pense, ben, Sébastien, je ne sais pas si tu es à l'aise de les chiffres en tête, là, mais les variations puis les données les meilleures que j'ai vues, là, Sébastien Turcotte ou Lucie, là, c'est vos chiffres à vous parce que vous les pesez vraiment à l'arrivée. Ce n'est pas un poids qui est estimé, puis vous les repesez à l'entrée, là. Quand on avait regardé les chiffres, moi, je m'étais fait une moyenne, une tête pour le calculer à 650. Parce que sur un aliment reproducteurs, ils ont un potentiel d'aller plus, c'est comme des cochons d'engrais, là, ils peuvent aller à 1000 kilos, mais quand on les met sur la gestation, ça les ralentit un petit peu. Là. Fait que, je sais pas, Moi, j'ai Sébastien, pas les si chiffres. De mon côté, j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être que Lucie, qui est là aussi, c'est plus celle qui regarde les données attentivement. Là. ou sinon, on pourra les sortir, là, parce qu'à partir de dans le fond, quand on fait la sélection, on les pèse, puis là, on les voit avec le poids de saillie, là, on a une moyenne plus autour de 800 grammes par jour, mais on a une phase où ils sont déménagés, s'adaptent à nouvel environnement, changent à la gestation, puis à ce moment-là, la vitesse de croissance change. Là. Fait que, on va essayer de te trouver peut-être des chiffres un peu, Pascal, pour te donner une meilleure idée, là, mais Puis si on veut savoir, mettons, ben, ça peut nous donner une bonne idée, le nombre de kilos qu'ils peuvent manger une cochette par jour ou chez à quarantaine. à quarantaine, OK. Dans le fond, quand on dit qu'on les met à volonté, là, sur la moulée gestation, ce qu'on voit, ça va jouer autour de 2,7 kg, 2,8. Souvent, quand on essaye d'en donner un petit peu plus, 3 kilos, on voit plus de gaspillage. Fait que quand ils sont à 2,7 sur de la gestation, moi, je considère qu'on n'est pas loin de la volonté. Puis c'est pas mal ça qu'on a. Mettons, je vais prendre l'exemple de Boréal, qu'on est en station. On était à 2,5, tranquillement, on est monté à 2,6, 2,7, 2,8, puis là, on a dû revenir autour de 2,7 kilos. Là. Fait que, Toi, dans ton cas, Pascal, est-ce que c'est des trémies, comme des trémies d'engraissement que tu as dans la quarantaine? Oui, c'est des trémies d'engraissement. OK. Puis au niveau de la ventilation, la température, c'est quoi la température idéale de maintenir la quarantaine? C'est-tu 17, c'est-tu 18, c'est-tu 19 ou degrés Celsius? Ou... Moi, je suis en Fahrenheit, là, je suis vieux. Mais je finis les lots, Pascal, c'est 58, 59, 60 degrés Fahrenheit. OK. Un engraissement. Un engraissement. Ça dépend si je suis tassé ou pas aussi. Tu sais, je vais ajuster selon si c'est bien tassé. Là. Puis si tu as tes pieds carrés en quarantaine là, à 62 là, Fahrenheit, là, je pense que tu vas être correct. Là. Si, aussitôt que c'est plus humide, ben, c'est ventile un petit peu plus. Là, dépendant aussi de tes pieds carrés que tu fais que t'as, là. OK. Bon, ben, merci. J'avais une question. On parle du syndrome de deuxième parité dans le sens nos PE1 sont très prolifiques, puis souvent, c'est pas rare qu'on va voir des portées à 14 jusqu'à 16 porcelets sous beurre. Mais ça nous cause un problème parce que même si on lui donne l'aliment, comme à certains endroits, j'ai une alimentation à 19%. Puis on va additionner aussi du supplément pro-autrui. Mais même à ça, nos sujets ils sortent et ils sont quand même maigres, mais minces, là. Ils perdent beaucoup de poids. Est-ce qu'on devrait retirer des porcelets? Tu sais, on dit on veut favoriser à ce que chaque tétine soit utilisée pour la prochaine lactation. Fait que c'est pour ça qu'on maximise nos portées, nos premières parités. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aider à les soulager? Parce que j'ai des sevrages, des fois, sont à 15, mais
quand j'arrive en gestation, là, c'est plus difficile pour l'essayer. Il y en a plusieurs qui vont sauter une chaleur parce qu'ils ne font pas de chaleur. Fait que je me dis peut-être que je devrais retirer quelques porcelets pour éviter cette partie-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les autres avec qui ont des PIC, 100% PIC, si on la même. Si eux, ils vont avec des sevrages à nœud 15, puis OK, je laisse ça à 15, on va les sevrer les 15. Là. Manuel, je te laisse répondre. Je peux répondre avec l'information que j'ai. Qu'on a. Tu continueras. Dans le fond, Ouais. nous, on a posé la question, Marilyn, beaucoup pour Boréal, vu qu'on sevrait à 26 jours. On le voit que sur les lactations, c'est difficile. Là. Puis, c'est ça. Normalement, quand on pose la question à PIC, la cochette est capable de le prendre, puis elle devrait normalement jusqu'à 18-19 jours sans aucun problème. Fait que nous, pour les lactations plus longues, la recommandation, c'est d'aller en retirer à ce moment-là. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il y a un gros bon sens aussi. Là. Quand on parle de stimuler la glande mammaire, toutes les tétines de la cochette, bien, ça se passe dans les premiers jours. C'est là que c'est important. Fait que, passer les 4-5 premiers jours, je ne veux pas dire que c'est plus important, mais la stimulation des tétines, c'est là qu'il faut qu'elle se fasse. Puis, il y a un point mettons, comment je peux dire, un point à faire attention qu'ils nous ont parlé, c'est quand on a, dans des élevages où il y a de la diarrhée, des fois, la diarrhée, elle rentre dans la portée, puis toute la journée où toute la portée est là, bien, souvent, ils vont moins téter, puis là, on voit des fois aussi une baisse de consommation, puis après, c'est plus dur de rattraper à ce niveau-là pour les cochettes. On en voit un petit peu plus aussi chez les cochettes. Fait que c'est un des points importants qu'il faut faire. Là. Je ne sais pas, Peter, si tu veux compléter plus au niveau des stratégies en élevage là, pour les lactations de 21 jours, ce qui est fait. Là. Ben, à Notre-Dame-de-L'Autre, je sais qu'ils le faisaient, puis nous autres, l'année passée, je l'avais fait arrêter. Là. On laissait les porcelets vraiment au truie, puis on s'est concentré sur de faire le protocole, de rentrer les animaux à bon état de chair, suivre l'état de chair, le gain de poids qu'il faut qu'ils fassent aussi en gestation, qui est important. Là. Puis, en tout cas, Yannick, peut-être qu'il pourrait en rajouter, là, mais je pense pas qu'on ait eu plus de traîneuses là, aussi. Là. Non, c'est le contraire. Nous autres, on n'avait pas de. Il n'y a pas de traîneuse côté cochette. Là, en laissant, dans le fond, tout ce que la cochette est capable de maintenir en vie, dans le fond, c'est les porcelets, tant qu'il reste beau, il va rester sa cochette. Là. On n'en retire pas pour aider la cochette. Ça ne nous a pas pénalisé, là, les laisser toutes. Là, ça en avait 14, on les laissait les 14, les 15. Là, ça ne nous a pas pénalisé. La venue en chaleur est bonne aussi. Là. Mais ça dépend de l'état de la cochette quand tu rentres en mise bas. C'est ça, il faut que tu sois. Moi, je pense qu'il faut gérer les extrêmes. La portion de développement de la glande mammaire, comme Emmanuel a dit, c'est les premières journées qui sont super importantes. Et ensuite de ça, une cochette qui est à 15-16 porcelets, qui consomme super bien, qui n'a pas de diarrhée dans les portées. Puis, on la suit, on la suit au niveau de son état de chair, puis elle consomme bien, là, ben, elle est au-dessus de la moyenne des cochettes du troupeau, je n'y toucherai pas nécessairement. Mais si on a une cochette la portée a eu de la diarrhée, là, ça va avoir un impact sur la consommation de la truie. Puis, si elle consomme en bas de ce que le troupeau consomme, pas le troupeau, mais que les cochettes en moyenne du troupeau consomment, elle aurait peut-être tendance à faire une intervention pour éviter de. Si les cochettes arrivent avec des plaies d'épaule dans le bloc saillie, il est trop tard. C'est sûr que c'était problématique. Là. Normalement, comme Peter a dit, on travaille comme il faut sur la préparation de la cochette, l'état de chair de la cochette, son gain de poids dans la première gestation. Et normalement, on devrait faire lever les cochettes. Je pense faire lever les cochettes 2 fois par jour, même si on a un système d'alimentation. À partir de la 4e, 5e journée, faire lever les cochettes 2 fois par jour, favoriser la prise alimentaire. On devrait être capable de sevrer un bon nombre de porcelets.
Mais par contre, il faut vraiment voir à gérer les exceptions, là. Parce que l'autre chose aussi, juste pour rajouter, souvent dans les bandes aux 4 semaines, on fait cochonner les cochettes 2-3 jours en début de bande, hein. Fait que nos cochettes sont pas à 20 jours ou à 21 jours de lactation. On les monte quasiment à 24 jours de lactation. Fait que c'est pour ça qu'il faut les avoir à l'œil. Puis si on a une cochette qui a un bon nombre de porcelets, puis au niveau de la consommation, est en bas de la moyenne du troupeau, de la moyenne de cochettes, mais là, j'aurais tendance à intervenir. Il y a Nicolas qui a une question. Moi, j'ai une question pour l'ensemble du groupe, Emmanuel, Sylvain, Peter. Quand on parle des chaleurs, là, tantôt on parlait ça y est à la deuxième, peut-être troisième. Et tantôt, Peter je disais, déjà à la sélection, on voit des chaleurs. Fait que mettons, ça serait la première. Là, tu reçois dans ton acclimatation, souvent, les acclimatations sont fermées pour cause de tests SRRP et autres, là. Fait qu'on peut quasiment prétendre que la deuxième chaleur se fait là. Rendre ça dans la gestation, ça veut dire qu'on est rendu à troisième, même voire quatrième, souvent, parce que, Emmanuel, là, tu présentais que passer 226 jours, si je ne me trompe pas, là, ça devient moins bon pour l'animal. Je suis correct dans mon interprétation? Dans le fond, est-ce qu'on devrait viser plus 200 jours, 205 jours de saillie? C'est-tu pas mal le target ou j'aimerais vous entendre là-dessus? Ben, dans le fond, tu vas viser, bon, on y va quand même avec les critères de base, là. Dans le fond, tu vises ton poids. Là, après, pas mal certain que tu vas avoir ta deuxième chaleur. Idéalement, il faut que tu sois sûr, mais si on se fie, dans le fond, aux données de PIC à 195 jours, presque tous les animaux vont avoir eu leur première chaleur, là. Ben, tous les animaux vont avoir eu leur première chaleur, là. Première ou deuxième, Emmanuel? Première, mettons à 195. Ben, la puberté, c'est 100%, 97-98% des animaux, et tout le temps des exceptions, là, devraient avoir eu leur première chaleur. Fait que, Ok. l'idéal, c'est vraiment de la voir puis de la noter, puis comme ça, on sait quand la deuxième arrive, là. Fait que, mais, tu sais, on les a vus sur les tableaux, les différents graphiques. On voit que quand tu dépasses, par exemple, si on y va avec l'âge, ben, on le dépasse, ça diminue un peu, mais c'est pas drastique. C'est juste que là, tu te donnes des conditions tranquillement un peu moins gagnantes ou ben, tu rajoutes tu perds un cycle où tu aurais pu mettre ta cochette en production, là. 225 jours, c'est pas la fin du monde, mais si tout a bien été dans sa croissance, son poids va être mais elle risque sur le critère poids là, plus que sur l'âge, là. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'explique ou si Sylvain, tu veux compléter, là, tu ne te gênes pas, là, mais j'irais. Puis, ben oui, il va en avoir sur la troisième chaleur, mais quand on regarde les données, la troisième chaleur n'est pas pénalisante par rapport à la deuxième en termes de rétention ou en termes de productivité. C'est économiquement là, que ça peut. C'est que tu l'alimentes, puis pendant un cycle, elle n'est pas productive, là. Dépendamment des durées de quarantaine, le temps que les animaux vont passer en quarantaine, mais là, faut peut-être intervenir sur l'âge à la livraison à ce moment-là. Si on a une crainte là, on a trop une forte proportion qui est insinuée sur la quatrième chaleur, là. Parce qu'on livre les cochettes, bon, mettons, au niveau des matures, je vais parler je m'excuse pour les autres, là, mais pour les producteurs qui reçoivent des matures, on va livrer aux alentours de 155, 160 jours d'âge. À ce niveau-là, on serait peut-être autour de 30% des cochettes qui auraient fait une chaleur là, déjà en engraissement, là. C'est pas la majorité. On va en avoir Pas tout le encore. monde, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on n'a pas le VRA, là. La question n'a pas été posée, là, mais
en engraissement pour les producteurs qui reçoivent la cochette aux alentours de 155-165 jours d'âge. Il n'y a pas de Vera il y a quelques Vera souffleurs dans les engraissements, là, mais il n'y a pas de Vera qui circule dans les engraissements pour faire commencer à faire les contacts avec les cochettes. Là. Fait que c'est pour ça qu'aussitôt qu'il arrive chez vous, on recommande fortement d'avoir le Vera en place pour justement être capable de noter les chaleurs le plus rapidement possible. Avoir un point de départ. Là. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je ne sais pas la formule rencontre de cette façon-là. Je ne sais pas si sans passer à tour de rôle, peut-être juste nous faire suivre vos commentaires sur le genre de rencontre qu'on vient de faire. S'il y a des points parmi les questions, commentaires qui sont survenus aujourd'hui, s'il y a des points que vous aimeriez qu'ils soient abordés un peu plus approfondis, passez par votre expert conseil, vous pouvez nous les envoyer directement. Puis on pourrait utiliser là, pour des prochaines rencontres, là, si le genre de rencontre-là est apprécié. Je trouve que ça va quand même assez bien. Je suis surpris de la participation. On était gênés un peu au début, mais là, on s'est tous dégourdis tranquillement. J'ai trouvé que la participation est quand même intéressante. Si on augmente la fréquence de ces genres de rencontres-là, l'échange va se faire encore de plus en plus. Là. Fait que je vous encourage, vous avez des commentaires ou des points de régie, vous aimeriez avoir plus d'informations, creuser en détail, on pourrait travailler sur aller chercher l'information. On a quand même plusieurs fermes qu'on opère dans des fermes propriétés, et qu'on a accès à quand même des bonnes bases de données aussi. On peut revenir avec... on n'a pas toutes les réponses aux questions sur le champ, mais on est capable d'approfondir puis revenir par la suite. Là. Pas de commentaires. Je pense que ce serait le mot de la fin. On va se souhaiter une bonne après-midi à tous. Oh, un dernier commentaire. Oui, Lucie. Oui, excusez, parce que ça m'a pris un petit peu de temps de retrouver les documents. J'étais me connecter dans l'ordinateur de la ferme là, pour les gains moyens quotidiens en ferme dont Emmanuel parlait. Donc, on est à 850 grammes en moyenne. En moyenne. Ouais. Et même très haut pour un autre âge, on se rapproche du 1 kg, mais j'attends de voir la seconde pesée qui devrait arriver d'ici la fin du mois. Celui-ci, c'est dans tes dernières entrées, là, depuis que vous avez... Entre l'entrée et la prochaine pesée, donc il y a eu 31 jours entre les deux. Là, donc c'est entre fin avril et fin mai. On a eu 3 âges qui ont été pesés. C'est des animaux, ça, qui sont avec des trémies comme d'engraissement ou des stations d'alimentation? Donc, on a un âge le plus vieux qui était déjà avec les DAC en arrivant. Donc là, c'était les 3 kilos par jour et on a vraiment la consommation individuelle. Puis on a 2 autres âges où ils sont en engraissement. Donc, on a eu comme la trémie qui est partagée pour les 27 truies. Ça, quand tu dis 3 kilos, tantôt on demandait c'est quoi à volonté, là, tu disais on atteint 2,7, on arrive à volonté, mais pas jouer entre 2,7 et 3 kilos. Fait que dans le fond, vous arrivez à bien faire consommer les cochettes à 3 kilos là, de gestation. Hein? C'est un aliment gestation. C'est un aliment qui est un peu plus riche là, pour les DAC quand même. Là, c'est un aliment 90-130. OK, Si c'est le dernier. OK. Ouais, c'est ça. Et ceux-là, oui, on arrive à 3 kilos, on n'a pas de problème. Et même pour les engraissements, du coup, on n'a pas eu de remarques comme quoi, tu sais, il en restait, puis on avait eu à faire de quoi. Donc, pour l'instant, ça mange très, très bien. Mais c'est vrai qu'on voit des augmentations de poids, mais pour les plus jeunes âges, on attend de voir dans la suite, mais on ne voit pas des prises de gras. Il y en a même des truies qui ont pris aucun millimètre de gras en un mois, mais qui ont pris beaucoup de poids. Donc, elles se musclent, mais elles ne s'engraissent pas. C'est mon rêve, ça. Merci. Merci, Lucie. Ça fait plaisir.